Mardi 15 mars 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française sur Viva. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce jour, après sa visite dans le sud de Madagascar, le président de la République, Andry Rajoelina, n'a reçu ce jour au palais présidentiel d'Yavlu Cindy McCain, l'ambassadrice des États-Unis auprès des 3 organisations des Nations Unies à Rome, le FAO, le PAM et le FIDA. Cette visite s'est axée sur le développement de notre coopération avec les États-Unis et avec ces 3 organisations. Ces structures figurent parmi nos partenaires stratégiques et historiques dans nos actions contre la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. L'intensification de la coopération était donc à l'ordre du jour, notamment l'augmentation du portefeuille de financement pour soutenir les efforts de développement agricole de Madagascar par le FIDA. Les actions du PAM dans le soutien à l'autonomisation et à la résilience alimentaire des ménages seront également renforcées le temps de la réhabilitation des zones de culture. Le président de la République poursuit ce jour l'évaluation des membres du gouvernement. Il s'est également entretenu avec les ministres susceptibles d'être remplacés selon la porte-parole du gouvernement ce jour. Un reportage de Sylvain et Secha Indiana. Selon le communiqué publié mercredi dernier, le président de la République procède à une évaluation des membres du gouvernement. Au cours du week-end, les ministres se sont entretenus avec le président et ont rendu compte de leur travail de ces 6 derniers mois. Certains des 32 ministres l'ont déjà fait, si d'autres ont encore été entendus ce jour, précise la Latine Rakutunjazaf Ndiatungariv, porte-parole du gouvernement et non moins ministre de la Culture et de la Communication. À titre de rappel, le dernier changement du gouvernement date du mois d'août 2021. Avant la nomination des nouveaux membres, tous les ministres ont déposé leur lettre de démission, ce qui n'a pas été le cas pour cette fois. Quoi qu'il en soit, la décision finale revient au président de la République, a-t-elle soutenu, avant de poursuivre que ces politiciens ne devraient pas exercer des pressions. À dire vrai, il est normal que la nomination des membres du nouveau gouvernement tarde. Il ne s'agit pas de faire à la va-vite, car les ministres devraient adhérer à la vision du président de la République pour pouvoir réaliser tous ses engagements envers la population. Et sur un tout autre sujet, plus de 1100 personnes ont été auditionnées par la police au cours du dernier mois, selon un rapport reçu aujourd'hui. Il s'agissait d'une opération coup de poing pour restaurer la sécurité dans la région Analamang. Parmi ces personnes, 266 ont été placées sous mandat de dépôt, 636 ont été libérées provisoirement d'après ce reportage de Félin Rakutorsoul. 704 des 1133 personnes arrêtées par la police du 14 février au 12 mars dans le cadre de l'opération Coup de poing ont fait l'objet d'un examen de situation et 429 ont fait l'objet d'enquêtes approfondies. Pickpocket, vol avec usage d'armes et meurtre, tels sont entre autres leurs chefs d'inculpation selon la police. Par ailleurs, la toxicomanie est également l'une des principales causes de criminalité. En effet, 146 des personnes arrêtées avaient en leur possession du cannabis. Les enquêtes comprenaient également des allégations de fraude. 266 personnes ont été placées au violant pour s'être disputées sur la voie publique. L'opération Coup de poing s'est déroulée dans toute la région d'Analamang. La perception de la femme comme étant un être faible est inadmissible, d'après la présidente de l'association Viavniavutse dans la région Analamang ce jour. La loi portant sur la protection de la femme et de l'enfant a également été vulgarisée durant la célébration régionale de la Journée mondiale de la femme ce jour. Les victimes doivent donc oser dénoncer les violences. Les femmes comme les hommes ont des capacités spécifiques et peuvent également contribuer au développement de sa famille et même du pays. Dans ce sens, l'association des femmes Miavtse lutte pour le développement de la femme ainsi que pour la planification familiale. Beaucoup de femmes ignorent encore l'existence et l'effectivité de la loi portant sur les violences basées sur le genre et sur les enfants. Celle-ci a donc été mise à la connaissance du grand public ce jour à l'occasion de la célébration régionale de la Journée internationale de la femme à Tanetbe Maaza ce jour. Les députés de Madagascar ont également réaffirmé leur volonté à lutter contre les violences ce jour.
Toujours à l'occasion de cette célébration, les femmes de la région Analamang ont exposé leurs réalisations lors d'un grand défilé durant lequel les 13 districts ont été représentés. Le secteur des télécommunications et du mobile banking à Madagascar font l'objet de nombreuses plaintes, raison pour laquelle le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation s'est penché sur le sujet durant la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Aujourd'hui, cette journée a été marquée par un atelier de concertation sur le traitement de ces doléances des consommateurs avec les associations de protection des consommateurs. Nadera Kutuma Venzara Ranjiansu. Le secteur de la télécommunication est celui où l'on recense le plus de plaintes actuellement. Outre les abus qui s'apparentent à des vols, ainsi que l'inexistence de concurrence entre les opérateurs téléphoniques, le responsable commercial de l'Artec ou autorité de régulation des technologies et de la communication a renforcé que ce service reçoit de nombreuses doléances de la part des consommateurs sur les services de la téléphonie mobile. Il s'agit entre autres des plaintes sur le manque de couverture téléphonique dans tout Madagascar, ce qui explique l'absence de réseau dans plusieurs localités, les crédits téléphoniques qui ne sont pas disponibles partout, ou encore le manque d'informations concernant le FUP d'Internet ou faire usage policy, dont certains sont limités à 500 gigas. Face à toutes ces plaintes, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a choisi de traiter le thème des télécommunications et du mobile banking pour cette célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Un atelier a eu lieu aujourd'hui à la Chambre de commerce et de l'industrie pour se concerter sur le sujet et collecter toutes les plaintes afin de les traiter et y apporter des solutions selon la directrice en charge de la protection des consommateurs. Des résolutions sortiront de cet atelier qui sera appliqué à qui de droit. Le ministère de tutelle veut également faire connaître aux consommateurs leurs droits. Rappelons qu'une loi existe sur la protection des consommateurs, la loi 2015-14 du 10 août 2015. Outre les projets déjà en cours dans le développement de la ville de Thomasin, le Japon compte encore appuyer l'État malagasy dans divers projets sur les nouvelles villes et l'habitat. D'autres projets comme la construction des logements communautaires et les cases traditionnelles feront l'objet d'investissements. Toujours un reportage de Natera Kutumav, Inza Ranjianso. Le Japon est parmi les pays qui appuient Madagascar dans divers secteurs et projets de développement. Parmi ceux-là, l'extension du port de Thomasin, mais aussi le développement de la ville en général, car le Japon a contribué dans l'élaboration du plan d'aménagement de Thomasin ou encore l'amélioration de la RN2. Cette coopération se poursuit dans divers secteurs, comme la nouvelle ville et l'habitat. Le secrétaire d'État en charge de ces secteurs a reçu l'ambassadeur du Japon aujourd'hui pour discuter de ces sujets de coopération. Nous avons discuté de pas mal de projets qui sont en cours, et notamment le projet Tana Tasmange et aussi la construction des logements habitat et des télécabres, etc. Donc pour moi c'était une réunion très informative, j'ai appris beaucoup de choses. Et on a discuté aussi la possibilité de travailler ensemble avec le Japon dans certains projets. Et donc, je l'y hacherai, le Japon reste à côté de Madagascar. Concernant le projet Transport par câble, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a renforcé aujourd'hui que la rectification des tracés de la ligne orange est en cours d'étude actuellement suite aux nombreuses demandes. L'ONE procédera également à la publication du cahier des charges sur le projet cette semaine. Les travaux de la ligne orange devront être terminés en 2023 pour que cette dernière soit opérationnelle lors des Jeux des îles à Madagascar. Les roues de charrette dans la commune de Tanetbe-Maazaz auparavant en bois cerclé de fer vont être remplacées par des roues de voiture d'après le maire de la commune ce jour. Cela a été décidé afin de préserver la route reliant Maïs et à Tanetbe-Maazaz qui vient d'être achevée cette année 2022. La réhabilitation de cette route constitue un réel soulagement pour la population locale et particulièrement pour les éleveurs de poules pondeuses. D'ailleurs, cette route est dénommée la route des œufs. Reportage sur l'image d'Yves Janel. La route des œufs, reliant Maïs et Tanetbe-Maazaz, dont les travaux de réhabilitation ont débuté en 2019, vient d'être achevée tout récemment. La population locale s'en est plainte depuis plusieurs années
particulièrement les éleveurs de poules pondeuses dont les activités sont directement impactées par le mauvais état des routes. L'achèvement des travaux constitue donc un réel soulagement pour ces derniers, d'après leur dire ce jour. Ces derniers transportent les œufs sur cette route dont l'état engendrait des pertes conséquentes étant donné qu'une grande quantité des œufs se cassait en chemin. Actuellement, ils économisent du temps, de l'argent et même du carburant et leurs marchandises ne craignent plus rien durant leur transport. Si auparavant ils mettaient 1h30, voire 2 heures pour se rendre à Maïtz, à présent, le trajet ne prend plus que 10 minutes. Afin de préserver une telle infrastructure, la commune d'Atanit Bemazaz a mis en place des mesures d'entretien, incluant l'interdiction de l'usage des roues de charrette en fer. À leur place, les propriétaires de charrettes devront utiliser des roues de voiture. Environ 900 charrettes circulent quotidiennement dans cette commune. Cette infrastructure, qui est un projet présidentiel avec la contribution de la République de la Chine, est une infrastructure de qualité, d'où l'importance de l'entretenir. Une demande a déjà été envoyée aux autorités compétentes pour que cette mesure soit décrétée pour renforcer son application au niveau de la population locale. Les guides de Madagascar qui se préparent à reprendre leurs activités sont confiants quant à l'avenir du tourisme à Madagascar. Ils organiseront un premier atelier qui se tiendra à la fin de ce mois pour mettre en valeur leur emploi. Plus d'informations dans ce reportage de Judica Ranjani. Bien que la Fédération des guides touristiques de Madagascar ait été créée il y a 15 ans, et bien que les guides soient présents dans tous les endroits touristiques, le travail des guides n'est pas encore forcément reconnu. Pourtant, ces derniers apportent une contribution significative à la croissance économique et au développement du pays. Ainsi, après une discussion entre la Fédération nationale des guides et le ministre du Tourisme, Joël Ranjamanjantu, la Fédération organisera un atelier national des guides qui se déroulera du 31 mars au 2 avril à Antananarivo. Il s'agira d'une table ronde qui réunira les guides de tout Madagascar et dont le résultat sera rendu public. Au total, 75 guides, membres de différentes associations de leadership, partageront leurs expériences. Ce sera également la première fois que 46 organisations avec 2300 guides à travers l'île, y compris ceux au sein de la fédération qui sont encore à l'étranger, se réuniront pour valoriser le travail des guides et discuteront sur la manière d'améliorer le secteur. Quant aux actualités internationales de ce jour, notamment de l'évolution de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, au 20e jour de la guerre, les soldats russes ont détruit des centaines d'habitations dans toute l'Ukraine. De Kiev à Mariupol, les civils tentent de se protéger ou de fuir, tandis que les convois humanitaires peinent à évacuer les villes. France 24. Un immeuble de 15 étages en flammes, en périphérie de Kiev. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du centre, à l'ouest de la ville, dans le quartier de Sviatochiny. Toutes les vitres sont soufflées, y compris celle de l'immeuble d'à côté. Quand un foyer s'éteint, c'est un autre qui s'embrase. Finalement, les pompiers vont rapidement venir à bout des flammes. Environ une demi-heure de voiture sépare cet immeuble du centre de Kiev. L'offensive se poursuit sur la capitale, au 20e jour de guerre. À Mariupol, on en est déjà à observer les destructions massives. Vu du ciel, c'est un désastre. Et à y regarder de plus près, c'est encore pire. Des immeubles sans toiture. Ici, les restes d'un centre commercial. Là, de nombreux bâtiments en feu, sur l'une des principales artères de la ville. Un paysage de désolation, devenu le quotidien des habitants. Cet immeuble vient tout juste d'être frappé. Et alors que les voisins tentent d'identifier des survivants... C'est un avion. Les avions survolent à nouveau le quartier. Il faut vite se réfugier. Pas d'abri souterrain à proximité, juste ce hall d'immeuble pour tenter d'échapper au bombardement. Je n'en peux plus. On n'a aucune information. On est au courant de rien. C'est comme si on vivait en pleine forêt. Les habitants de Mariupol essaient de survivre au cœur de cette ville, pilonnée sans relâche. Les forces russes visent tous, sans exception. Ça, c'était une école élémentaire. Il n'y avait pas de militaires ici. On ne sait pas pourquoi elle a été visée. C'est en périphérie de la ville que les combats sont les plus intenses. 160 voitures de civils auraient déjà fui Mariupol. Le ministère de la Défense russe affirme de son côté
avoir affrété ses bus pour évacuer la ville. Les sanctions occidentales continuent de s'abattre sur la Russie pour isoler davantage le pays suite à son invasion de l'Ukraine. Les gouvernements infligent une 4e série de sanctions contre des intérêts et ressortissants russes avec une interdiction des importations de pétrole et des sanctions visant personnellement une vingtaine d'oligarques qui gravitent autour de Vladimir Poutine, dont le milliardaire Roman Abramovich, propriétaire du club anglais de football de Chelsea. Reportage. Un nouveau train de sanctions contre Moscou, adopté par l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé la mesure vendredi dernier, alors que le conflit en Ukraine s'intensifie. Avec un effet de frappe immédiat, nous allons maintenant présenter un 4e paquet de sanctions. Ces sanctions isoleront davantage la Russie du système économique mondial. Avec ce 4e train de sanctions, l'Union européenne cible de nouveaux oligarques russes. L'objectif, étrangler financièrement le cercle de milliardaires proches du Kremlin, parmi eux Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, club de football anglais et intime de Poutine. Le gouvernement britannique a déjà infligé des sanctions contre le milliardaire russe, suspension de la vente du club, fermeture de la billetterie et de la boutique de produits dérivés, mais aussi impossibilité d'acheter ou de vendre des joueurs. Des sanctions mal vécues par les supporters. Je pense qu'Abramovich a subi les conséquences qu'il devait subir. Mais ne mêlez pas notre club à tout cela. Ne mêlez pas les millions de fans, les milliers d'employés du club. Ne les entraînez pas là-dedans et n'utilisez pas Chelsea comme bouc émissaire. Du côté de Bruxelles, les nouvelles sanctions européennes incluent le retrait pour la Russie du statut de nation la plus favorisée, une mesure ouvrant la voie à des taxes sur les importations des produits du pays. Sont également ciblées par les sanctions l'importation de biens essentiels dans le secteur du fer et de l'acier. Autre mesure phare, l'interdiction de l'exportation de produits de luxe vers la Russie. L'adoption par les 27 des premières sanctions économiques contre le pays a déjà entraîné un effondrement du rouble. Les Occidentaux espèrent que les prochaines sanctions finiront par fissurer le cercle des hommes d'affaires qui gravitent autour de Vladimir Poutine. Et toujours autour de la Covid-19, des millions de personnes étaient confinées dimanche à travers la Chine. Le pays a enregistré son taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens de coronavirus, tandis que l'angoisse de la population face à la persistance de la politique zéro Covid du gouvernement se fait de plus en plus ressentir. France 24. Il s'apprête à boucler son sac. Son groupe lui a donné rendez-vous le lendemain pour un départ direction l'Ukraine. Voilà, donc ça c'est pour les grands froids. D'ailleurs, c'est un... Ça doit être sergent, il me semble, je suis pas sûr. Non, ça je le garde pas. J'enlève, voilà, pas de signe distinctif d'appartenance à une armée ou quoi que ce soit. Hein. Thierry est une figure des Gilets jaunes. Il compte aider en Ukraine aux côtés des humanitaires, mais n'exclut pas de prendre les armes. C'est l'Europe de l'Est. On voit les images, c'est terrible. Il y a des morts, il y a des familles, il y a 2 millions d'exilés. Donc moi, je sentais cet appel d'aller là-bas, d'aller sur place, de les aider, de pouvoir faire quelque chose. Moi, les problématiques qu'il y avait en France, je descendais dans la rue, j'y allais. Là-bas, il y a une problématique, donc j'y vais. Il n'a aucune expérience des terrains de guerre. Il compte sur celle de ses compagnons de route, spécialisés dans l'aide médicale d'urgence. Thierry les a rencontrés via les réseaux sociaux, mais il ne les connaît pas. Eux ont déjà pris la route. Plus de 100 km. Comme Thierry, ils ont répondu à l'appel du président Zelensky. L'un d'eux a combattu dans les forces françaises et travaille aujourd'hui derrière un bureau. L'autre enchaîne les petits boulots. Quand on se dit qu'on n'a plus rien à perdre et que après tout on pourra le vivre, pourquoi pas y aller quoi. Surtout que là, il n'y a pas d'excuse. On peut y aller, on peut aider. Ils tiennent à garder l'anonymat. Leurs familles ne savent pas qu'ils partent pour combattre. C'est un honneur de pouvoir partir là-bas et de combattre avec eux. Et je pense que si un jour ça se passait en France, je serais bien content que d'autres pays comme ça viennent nous aider. On sera bien content de les avoir. Thierry et ce petit groupe de combattants volontaires espèrent rejoindre Lviv, puis Kiev au plus vite. Leurs contacts sur place leur avaient promis un passage de la frontière ukrainienne simplifié, mais 72 heures après leur arrivée, ils étaient toujours bloqués en Pologne.
C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités. Passez une excellente soirée sur Viva.